Bonjour Barbara, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des réunions ministérielles de l'Agence spatiale européenne et un peu du fonctionnement de l'ESA par la même occasion. Alors comme ça, je vous l'accorde, ça ne fait pas autant rêver que Thomas Pesquet, mais ces réunions sont cruciales puisque ce sont elles qui définissent les budgets pour les différents projets portés par l'ESA en Europe. Vous me direz peut-être, mais pourquoi en parler maintenant, là, en début d'année ? Il n'y avait pas une Space News plus funky ? Eh bien, je vous en parle aujourd'hui, car les réunions ministérielles ont eu lieu il y a tout pile un mois, les 1er et 2 décembre 2016, et qu'en décembre, je n'ai pas pu venir vous faire le débrief. Pour commencer, je vous plante le décor. Les réunions ministérielles de l'ESA ont lieu tous les 2 à 3 ans et réunissent les 22 ministres européens en charge des affaires spatiales. Cette année, ils se sont retrouvés à Lucerne, en Suisse. Les dernières ministérielles, c'était en 2014, au Luxembourg, et les prochaines auront lieu en 2019. Ces réunions définissent la politique et le programme spatial de l'agence, ainsi que les financements des différents projets pour les 3 à 5 ans à venir. Il y a 2 ans, le budget pour le développement d'Ariane 6 a été voté, ainsi que des budgets pour la Station spatiale internationale et l'exploration spatiale. C'est aussi ce conseil qui élit le directeur général de l'ESA tous les 4 ans. Alors j'imagine que c'est l'image de l'ESA, ce directeur, et c'est qui ? Alors depuis juillet 2015, c'est Johann Dietrich, dit Jan Werner, l'ancien directeur du centre aérospatial allemand. Avant lui, ça a été le français Jean-Jacques Dordain, pendant 12 ans, qui avait été sélectionné en 1977 avec 4 autres Français pour participer au programme de laboratoire spatial Space Lab de la NASA. C'était une sorte de précurseur des stations spatiales. Bon, finalement, aucun d'entre eux n'a été retenu et Jean-Jacques Dordain n'est donc pas devenu astronaute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais jamais trouvé qui était le directeur général de l'ESA. Je pense que personne, ou presque, ne connaissait son nom en plateau, et ce qui montre finalement que c'est une institution qui est peut-être très peu connue du grand public. Et ce que je retiens surtout de ta présentation, c'est que finalement, devenir astronaute, c'est peut-être pas si facile. C'est peut-être un métier d'avenir, mais en ce moment, c'est quand même pas si facile de le devenir. D'ailleurs, vu qu'on parle d'astronautes, tu dis qu'il y a quand même pas trop de recrutement d'astronautes vu qu'il n'a pas réussi à le devenir. Comment l'ESA recrute ses astronautes ? L'ESA recrute ses astronautes environ tous les 10 à 15 ans et c'est lors de ces réunions ministérielles que les futures sélections d'astronautes européens sont décidées, vu que c'est à ce moment-là que les budgets sont alloués pour les différents projets. Donc la dernière sélection, elle a eu lieu entre l'été 2008 et le printemps 2009 et elle avait été votée lors de la réunion ministérielle précédente. Cette année, donc en 2016, une sélection n'était pas à l'ordre du jour et on ne sait pas quand aura lieu la prochaine sélection. La prochaine réunion ministérielle étant en 2019, dans 3 ans, on peut espérer une sélection au plus tôt en 2021. En effet, la Station spatiale internationale va être utilisée jusqu'en 2024 et son successeur devrait être une station en orbite autour de la Lune, mais rien n'est vraiment fixé et la construction n'a pas commencé. Donc il y aura probablement un temps de latence entre la fin de l'ISS, donc la station spatiale, et le début de la nouvelle station. Donc il n'y aura pas un besoin immédiat d'astronautes. Et les missions vers Mars sont encore assez lointaines. Oui, donc c'est bien ce que j'avais compris. Finalement, astronaute, c'est un très joli métier qui fait rêver les enfants, mais finalement, il y a peu de place, peu d'élus, et puis il faut naître la bonne année. C'est ça. D'accord. Alors du coup, pas de recrutement d'astronautes sur ces réunions de fin 2016, mais quelles ont été les discussions principales ? Alors cette année, les discussions tournaient autour principalement de l'ISS, donc la Station spatiale internationale, et d'ExoMars. Donc la Station spatiale internationale, je vous en ai parlé juste avant, là, à la base, elle devait durer jusqu'en 2020. Mais les États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada veulent la garder en opération jusqu'en 2024. Donc ça veut dire qu'il faudra payer pour son entretien jusqu'en 2024 et payer pour réaliser des expériences scientifiques à bord. Et comme l'ESA est partenaire sur cette station, il fallait décider si l'ESA continuait à payer. Et même si l'Allemagne, qui est le plus gros contributeur financier à l'ESA, juste devant la France, avait décidé d'investir dans l'ISS, il fallait tout de même s'assurer que tous les pays membres participant à la station voudraient bien payer jusqu'en 2024. Parce que le conseil de l'ESA est fait de telle sorte que chaque État membre dispose d'une voix, quel que soit leur montant de participation à l'ESA. Oui, donc c'est pas du tout on va dire une participation par rapport au pourcentage de dons du fonctionnement de l'ESA.
Du coup, comment se passe finalement cette répartition du budget entre les différents pays membres de l'ESA, puisqu'ils ne donnent pas en fonction du pouvoir qu'ils vont avoir? Oui, donc voilà, tout à fait, c'est une bonne question. Il y a 22 États membres dans l'ESA, et il n'est pas nécessaire d'être membre de l'Union européenne pour faire partie de l'ESA. Donc par exemple, la Norvège et la Suisse, qui ne sont pas dans l'Union européenne, font partie de l'ESA. De la même manière, ce n'est pas parce qu'un pays est dans l'Union européenne qu'il sera nécessairement membre de l'Agence spatiale européenne. Et donc par exemple, la Bulgarie n'est pas membre de l'Agence spatiale européenne, pas encore. Les participations financières des pays à l'Agence spatiale européenne sont vraiment différentes et dépendent de la politique spatiale de chaque pays. Donc les 10 pays fondateurs de l'ESA fournissent plus de 90% de son budget à l'agence. Et ces 10 pays sont la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse et le Danemark. En tête, on trouve la France et l'Allemagne, qui à eux seuls fournissent plus de 40% du budget de l'agence. Ensuite, on a l'Italie et le Royaume-Uni, qui chacun fournissent 10%. Et l'ESA, en fait, fonctionne avec un retour géographique. Ça veut dire que la somme d'argent versée par un État membre à l'ESA est dépensée auprès des industries spatiales et des centres de recherche de ce pays. Donc, lors des réunions ministérielles, chaque délégation nationale essaie de faire passer les projets qui feront le plus travailler leur propre industrie nationale. Et de l'autre côté, l'ESA essaie de convaincre les différents pays de financer tel ou tel projet. Alors ça a l'air assez complexe finalement, comme toute organisation supranationale, mais finalement ceux qui donnent des sous font en sorte quand même d'en récupérer au moins une partie pour que ça puisse tourner. Très bien. Peut-être revenir, vu que ça sent la fin de ta chronique, revenir un petit peu sur l'actualité, puisque tu nous as parlé d'ExoMars dans les projets 2016, et avec ce crash, du coup c'est quand même un projet qui continue d'être financé par l'ESA? Oui, alors ExoMars, donc c'était une mission qui se faisait en 2 temps. La partie en 2016, où il y avait la sonde et le démonstrateur d'atterrisseur, qui, comme tu l'as rappelé, s'est crashé à la surface en octobre. Et la deuxième partie de la mission doit se faire en 2020 avec l'atterrissage d'un rover à la surface de Mars. Mais vous comprenez bien que le crash d'octobre dernier aurait pu vraiment refroidir les décideurs politiques à continuer d'investir dans ce projet. Donc il y avait vraiment un risque que ce projet ExoMars soit abandonné. Bon, et finalement, le budget qui était demandé de 440 millions d'euros a été voté. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu d'autres projets qui ont dû être reportés ou abandonnés. Donc, par exemple, la mission AIM pour Asteroid Impact Mission, dont le but est de détourner la trajectoire d'un astéroïde qui se dirigerait vers la Terre, n'a pas été financée cette fois. Finalement, les 22 États membres... Bon, ben voilà, oui, il y a chacun ses priorités. Donc les 22 États membres se sont mis d'accord sur un budget de 10,3 milliards d'euros à dépenser dans les 3 à 8 ans à venir. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était beaucoup d'informations. Donc on se retrouve le mois prochain pour parler des actualités brûlantes du monde spatial. Et sur ce, je vous laisse avec le titre de Michel Polnareff, « Sous quelle étoile suis-je né ?»